terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. De l'eau potable pour Bamako et ses environs, le Mali et ses partenaires se retrouvent pour boucler le financement à hauteur de 156 milliards de francs CFA de la phase 2 du projet de Kabala. Le chronogramme électoral, la révision des listes électorales, le ministre de l'administration territoriale rencontre les partis politiques pour faire le point. Sport, football, les champions cadets sont de retour à Bamako. Ils ont été triomphalement accueillis à l'aéroport par les membres du gouvernement, des personnalités et de nombreux supporters. Mardi 30 mai, mesdames et bienvenue dans ce journal. Table ronde donc des bailleurs de fonds, le Mali et ses partenaires techniques et financiers se retrouvent pour trouver le financement supplémentaire de la phase 2. Cette deuxième phase, qui va coûter environ 156 milliards de francs CFA, devra être bouclée en 2020 et à terme, environ 300 millions de litres d'eau seront produits par jour. Et avec cela, fini la crise d'eau dans la capitale Bamako et ses environs. Reportage Salimata Ndao. Environ 156 milliards de francs CFA seront nécessaires pour réaliser la phase 2 du projet de Kabala. En organisant cette table ronde, les autorités maliennes cherchent à boucler le financement. La première phase, d'une valeur de plus de 172 milliards de francs CFA, sera à terme en 2018 avec une capacité de production de 144 millions de litres d'eau par jour. La deuxième phase va doubler cette capacité. Il n'est jamais trop tard pour compléter des financements. Par exemple, la Banque européenne d'investissement est sur le point d'octroyer un financement supplémentaire de 50 millions d'euros. Le fonds koweïtien et peut-être d'autres fonds arabes sont aussi disposés à apporter des financements complémentaires. Face à l'urgence d'améliorer l'accès à l'eau de Bamako, la deuxième phase dont le financement est recherché est déjà en cours. Aujourd'hui, l'usine de production d'eau potable de Kabala, elle est aujourd'hui dimensionnée pour la phase 1, la phase 2, c'est-à-dire 144 000 m3 pour la phase 1 et 144 000 m3 par jour pour la phase 2. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, représentant son collègue de l'économie et des finances, le Mali a bon espoir quant à la réalisation du projet avec l'appui des partenaires techniques et financiers. À ce jour, tous les financements nécessaires à la réalisation de la première phase du projet sont mobilisés et mieux, ceux de la seconde phase ont connu un début de mobilisation avec la signature de 2 conventions grâce à l'engagement et à la détermination constante des amis du Mali. Nous nous réjouissons de cette constance dans les relations de coopération avec les amis du Mali. Ainsi, voudrais-je exhorter une fois de plus les PTF à maintenir cette cadence auprès de notre pays en vue de l'exécution correcte et efficiente de cette seconde phase du projet de Kabala, seule alternative pour mettre fin au stress hydrique dans la capitale Bamako et ses environs. Le projet d'alimentation en eau de la ville de Bamako prévoit à l'horizon 2032 un réseau de 1400 km de long et 42 500 branchements individuels. Et le Haut Conseil des collectivités en plénière au titre de sa première session ordinaire de mai 2017. Le Haut Conseil vient donc de donner son accord sur plusieurs projets de loi à lui soumis par le gouvernement. Le nouveau bureau présidé par Mamadou Satigui Diakité a été présenté également au public. Les détails de tout cela avec Suleiman Kenza Sidibé. Le Mali s'est engagé à l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030.
C'est dans cette optique que le président de la République a initié un programme d'urgence sociale d'accès à l'eau potable pour la période 2017-2020. Ce programme prend aussi en compte la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger pour l'accès à l'eau potable de tous et de toutes sur l'ensemble du territoire national. Le coût global du programme est estimé à plus de 373 milliards 613 millions de francs CFA. Les membres présents du jour représentés ont donné un avis favorable à ce programme, 67% des voix. Les représentants du Haut Conseil des collectivités ont accordé également leur voix au projet de loi portant l'institution d'une taxe spécifique dénommée taxe de développement de l'audiovisuel et du numérique au Mali. Le paysage audiovisuel évolue à pas de géant avec le numérique et l'entrée des privés. L'ORTM doit opérer également une certaine mutation quant à la modernisation des outils de production, la création de nouvelles chaînes de radio et de télévision au niveau national et régional pour la valorisation des langues nationales et la promotion de la culture du pays. Ils ont donné enfin également leur quitus sur la mise en place des mécanismes de refinancement durable des systèmes financiers décentralisés, sur le système de codification nationale unique des biens fonciers, l'état des lieux sur la réalisation et l'attribution des logements sociaux, leur financement par l'État et le recensement général de la population et de l'habitat. Je vous le disais dans les titres, rencontre ce matin entre le ministre de l'administration territoriale et les partis politiques. Et les échanges ont porté sur le chronogramme électoral et la révision des listes électorales. Au terme d'une concertation qui aura duré 3 heures, toutes les parties se disent satisfaites. Mamadou Bagayogo. Après la modification du chronogramme électoral, il était essentiel pour le ministre de l'administration territoriale d'échanger avec les partis politiques sur les nouvelles dates à retenir pour les élections régionales, communales et locales. Pour que l'accord de paix puisse connaître une mise en œuvre dynamique, nous devons absolument aller à la consultation référendaire. Alors des avis sont un peu partagés au nom de ceux que nous serons un peu en saison de pluie, mais nous avons aussi des engagements internationaux qui nous obligent à respecter un certain nombre de points d'éthique. Et dans tout ça, nous trouverons le point d'équilibre pour que les nécessités qui s'imposent à nous puissent être satisfaites. Mais la rencontre s'est très bien passée. Le référendum aura lieu le 9 juillet 2017. Toutefois, le ministre affirme que les nouvelles dates des élections seront annoncées officiellement lors d'une autre séance de travail. Et ce premier cadre de concertation gouvernement-acteurs politiques a été une satisfaction. Nous ressortons ici avec la conviction que les partis politiques sont prêts à sensibiliser, à jouer leur partition. Il y a des arguments contraires qui se sont produits en disant que même si on reportait à plusieurs années, alors dites-vous qu'à un moment donné, on sera obligé de faire tenir ces élections-là. Donc les uns et les autres se sont donnés à la fin comme objectif, en tout cas, de respecter. Ils ont été acceptés par les dates proposées par le ministre de l'administration territoriale. Pour un Mali apaisé et réconcilié avec lui-même, le ministre Tchema Hubert Koulibaly en appelle à l'implication de tous les partis politiques. Je profite de votre micro pour lancer un appel à tous les partis politiques de l'opposition, les appeler à reprendre leur participation à ce cadre de concertation. Ce que nous déciderons ensemble sera la loi entre nous et nous ne pourrions que rendre service à notre pays. Le ministre a également insisté sur les bonnes conditions de participation des Maliens de l'extérieur aux prochaines échéances électorales. La 25e session de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone vient de se tenir à Rabat, la capitale marocaine. Cette session de 2 jours a évoqué plusieurs sujets, dont la stabilité et la bonne gouvernance pour un développement durable en Afrique. Une rencontre à laquelle a pris part le président de l'Assemblée nationale. Et dans son intervention, l'honorable Issaka Sidibé est revenu sur certains acquis de la mise en œuvre de l'accord pour la paix au Mali, notamment l'installation des autorités intérimaires et la tenue de la conférence d'entente nationale. À l'issue de la session, les parlementaires se sont engagés à s'impliquer pour l'ancrage de la démocratie et à mener une lutte coordonnée et solidaire contre le terrorisme.
Nous allons en 5e région où le département de l'élevage et de la pêche est tenu par un plan de campagne avec des objectifs précis. Madame le ministre Ly Tahar Dravé l'a répété, c'est à la faveur de sa visite donc à Mopti où elle s'est rendue dans les services relevant de son département. Mopti, on fait le point avec Jules Sambou Sissoko. Nous sommes ici à l'abattoir moderne de Mopti, 6 à Sévaré. Les opérations d'abattage sont en cours. À 6h05, le ministre de l'élevage et de la pêche, Ly Tahar Dravé, arrive sur les lieux, donc témoin oculaire des conditions d'ensemble. Bien que on a une gestion privée à l'abattoir, nous avons le devoir de surveiller l'abattoir. Donc c'est pour ça qu'on est descendu très tôt, voir comment ça se passe. Les services régionaux relevant de son département ont tour à tour reçu la visite du ministre Dravé. Insuffisance de personnel, de moyens roulants et d'outils informatiques à tous les niveaux. Arrêtons-nous un peu à la pêche, où les objectifs assignés sont de 35 000 tonnes pour la campagne 2017-2018, conformément aux orientations du département. Mais d'ores et déjà, on leur a demandé de nous proposer des solutions qu'ils pensent être les mieux appropriées. Bien sûr que ça mérite un coup de pisson de notre part. Le département est là pour booster le secteur de l'élevage et la pêche. Avec les organisations et associations professionnelles, les échanges ont porté sur des préoccupations relatives à l'essor des deux secteurs. Concernant les intrants, la ministre en charge de l'élevage et de la pêche a rappelé que la gestion des intrants doit se faire de façon optimale et transparente. Les bonnes relations de cohabitation entre les régions de Gao et celles de Tillabéri au Niger se réchauffent. Le gouverneur de Gao, accompagné d'opérateurs économiques, des responsables des forces armées de sécurité ainsi que des représentants de la société civile, la délégation vient d'effectuer une visite d'amitié et de travail à Tillabéri. Objectif, échanger sur des questions sécuritaires et de facilitation des échanges commerciaux. Envoyés spéciaux au Niger, Drissa Kone et Djibril Bagayoko. Pour la reprise des contacts entre les régions frontalières de Gao au Mali et Tillabéri au Niger, les populations ont réservé un accueil populaire avec en sourdine le chœur entonnant la chanson « Le Mali et le Niger sont unis par des liens séculaires ». Et cet esprit de fraternité a été mis en avant à l'entame des travaux par le gouverneur de Tillabéri. Occasion pour les deux parties maliennes et nigériennes d'évoquer les problèmes brûlants de l'heure qui ont pour nom sécurité, bon voisinage et échanges commerciaux, surtout en ce début du mois de Ramadan. Cette rencontre se tient à un moment très particulier pour notre pays, car à leur tête se trouvent être deux présidents particulièrement soucieux des relations entre nos deux nations sœurs. Je nommais les présidents Ibrahim Boubacar Keïta et Mamadou Issoufou, deux apôtres de la fraternité qui ne ménagent aucun effort pour le rapprochement de nos deux peuples. Pour y arriver, 3 commissions ont été mises en place, la commission économique, la commission administration et la commission sécurité. En plénière, les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final qui sera remonté à qui de droit. J'ose espérer que la présente rencontre sera un jalon très important pour le retour de la paix, de la sécurité et la réalisation des actions de développement socio-économique. Toutes choses s'inscrivant dans la vision de nos plus hautes autorités, j'ai nommé les présidents Ibn Boubacar Keïta et Mahamadou Issoufou. La mutualisation des actions entre les forces de défense et de sécurité a été une des recommandations fortes de la rencontre de Tillabéri pour une meilleure sécurisation des personnes et de leurs biens le long de la frontière et surtout l'axe Gao-Niamey qui reste la voie privilégiée de nos jours par les opérateurs économiques au regard de l'état de dégradation avancée de la route Gao.
Page spéciale en deux de l'accord. Après 2 ans de mise en œuvre, l'accord pour la paix et la réconciliation peine à atteindre sa vitesse d'exécution dans certaines parties du pays et dans la région de Kidal, même s'il existe des avancées dans le domaine sécuritaire entre les forces en présence et l'assistance humanitaire. Le retour de l'État à travers son administration continue de constituer un frein à la mise en œuvre de l'accord dans toute sa dimension dans cette région. Gao, on fait le point avec Sekou Konaté. L'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger a 2 ans. De sa signature en mai-juin 2015, en cette année 2015, que d'efforts, que d'engagements, que de concessions, mais aussi de blocages. En région de Kidal, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation a permis de faire bouger un tant soit peu les lignes. Depuis la signature de l'accord de paix, il n'y a pas eu d'action militaire entre les forces armées maliennes et les groupes armés. Donc le fait que la SEMA mette son personnel militaire à la disposition du MOC est une traduction de sa volonté d'adhérer au processus de paix. La troisième chose qui est très importante, c'est la désignation de l'autorité intérimaire de la région de Kidal. Enfin, une quatrième activité qui a pu être réalisée dans la région de Kidal depuis la signature de l'accord de paix, c'est l'organisation de l'assistance aux populations. À côté de ces acquis et avancées enregistrés, des difficultés demeurent. L'accord de paix précise très clairement que le retour de l'État et des attributs de l'État dans la région se feront de façon progressive. Moi, de mon point de vue, c'est cette progressivité qui n'a pas été jusqu'à présent définie. Et on a failli mettre en place les mécanismes opération de contrôle, le MOC à Kidal. Ensuite, il y a eu des couacs, ça a été retardé. Et c'est le MOC qui, normalement, doit sécuriser l'administration. Des attentes fortes que chaque acteur doit faire sienne pour que Kidal retrouve toute sa plénitude sur la base de cet accord. L'espoir reste donc permis de voir ces nombreux déplacés et réfugiés retrouver leur terre dans un avenir immédiat sur la base de l'accord. Une rencontre du réseau des jeunes des pays du G5 Sahel se tient en ce moment au campement Mirancho à Samako. Les échanges portent sur le thème « La jeunesse du G5 Sahel face aux défis du dividende démographique pour atteindre l'agenda 2063 de l'Union africaine ». Fademba Keita, compte rendu. C'est dans cette retraite stratégique que les deux panels constitués pour la circonstance débattent des sujets comme jeunes, paix et sécurité dans la région du Sahel, l'inclusion économique et politique de la jeunesse au Mali, la jeunesse du G5 Sahel face aux dividendes démographiques pour atteindre l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans le plan d'action, nous avons 3 axes. Nous avons un axe sur la citoyenneté, on a un axe sur paix et sécurité, on a un axe sur les dividendes démographiques. Surtout, pousser la jeunesse à aller à une conscientisation, à une prise de décision. Selon le représentant du G5 Sahel, l'ambassadrice du Danemark au Mali et One Campaign, partenaire du réseau, l'accélération de la croissance économique est nécessaire pour réduire les inégalités et la pauvreté. Nous avons les mêmes objectifs et c'est d'accompagner les jeunes africains à s'approprier du dividende démographique à travers l'éducation, à travers l'emploi et l'autonomisation. Pendant ces 2 jours, vous allez réfléchir en vue de proposer des actions concrètes à travers un exercice de planification stratégique prenant en compte vos préoccupations. Le diplomate représentant du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Almamoun Keita, précise que ces échanges s'inscrivent dans le cadre de l'initiation et la conduite d'un processus de plan stratégique de notre jeunesse. Cela afin de valoriser la contribution des jeunes aux nombreux défis auxquels le Sahel est confronté. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célébrera demain 31 mai la journée mondiale sans tabac. Le thème retenu pour cette édition, selon l'OMS, le tabac est la première cause évitable de décès dans le monde. Nous vous proposons d'écouter un extrait du ministre de la Santé et aussi un extrait du représentant de l'OMS au Mali. La consommation du tabac
est l'une des plus graves menaces sur la santé publique mondiale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabac est la première cause évitable de décès dans le monde aujourd'hui et il tue au moins la moitié de ses consommateurs. Si les tendances actuelles se poursuivent, le tabac causera la mort de plus de 8 millions de personnes par an d'ici 2030. On estime que plus de 3/4 de ces décès auront lieu dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Si on agit pour réduire le tabagisme, les effets sur les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers et les maladies respiratoires chroniques sont directement perceptibles de façon notoire. Le tabagisme passif, qui consiste à l'inhalation involontaire par le non-fumeur de la fumée dégagée par un ou plusieurs fumeurs dans l'entourage, est autant nocif pour la santé des non-fumeurs. Le 31 mai de chaque année, nous célébrons la Journée mondiale sans tabac dans le but de faire prendre connaissance des risques que le tabagisme et l'exposition à la fumée du tabac font peser sur la santé publique. Le thème retenu pour l'édition de cette année est « Le tabac, une menace pour le développement ». En effet, il a été prouvé que le tabagisme est un sérieux obstacle au développement durable. Dans la région africaine, près de 146 000 adultes âgés de 30 ans ou plus décèdent chaque année de suite de maladies liées au tabac. Des propos recueillis par Fatoumata Kone et Siragatou Sissé. L'intégralité de ces deux messages après ce journal et ce communiqué que nous allons vous lire. Monsieur le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, accompagné du député à l'Assemblée nationale élu à Menaka, l'honorable Badjan Agamatou, et du président du Haut Conseil islamique du Mali, Mahmoud Dicko, s'est rendu aujourd'hui à Nioro du Sahel pour présenter au shérif de Nioro du Sahel, en son nom propre et au nom du peuple malien, les condoléances les plus attristées suite au décès de son fils Al-Hassan Haïdara, survenu le lundi 29 mai 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les activités de la 18e édition de la quinzaine de l'environnement se dérouleront du 5 au 18 juin prochain et cette année, c'est la région de Mopti, la Venise malienne, qui a été choisie pour abriter l'événement. C'est pour donner d'amples informations sur cette quinzaine que Madame le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a animé un point de presse suivi par Dougou Fana Traoré. La quinzaine de l'environnement de cette année Mopti 2017 a deux thèmes qui mettent en exergue la date du 5 juin, journée des Nations Unies pour l'environnement, et le 17 juin, journée des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Ainsi, le premier thème est rapprocher les gens de la nature dans la ville, sur la terre, des pôles à l'équateur, et le second thème s'intitule Respect, notre maison, notre futur. Ils traduisent une prise de conscience par rapport à deux enjeux majeurs, à savoir l'arrêt du commerce illicite d'une grande partie de biodiversité et la restauration des terres, le socle de la vie. La presse s'est surtout intéressée aux choix portés sur la région de Mopti avec l'insécurité qui règne dans la région, le taux d'exécution des recommandations des quinzaines passées, les dispositions prises pour stopper les agressions des orpailleurs sur les cours d'eau, le braconnage des éléphants du Gourmand et le commerce illicite du bois dans notre pays. Nous allons organiser cette quinzaine à Mopti, Mopti des Bouboutières. Mopti, là où on trouve, c'est la route du poisson. Mopti, où les oiseaux d'eau sont dans le delta intérieur du Niger. Mopti, qui est le cœur du delta intérieur du Niger. Mopti, qui est érigé en site Ramsar. Mopti, où l'on trouve
l'élevage par excellence, Mopti, où la pêche est vraiment fructueuse. A noter que la 15e de l'environnement Mopti 2017 est parrainée par l'honorable Issaka Sidibé, président de l'Assemblée nationale. Une délégation du ministère des Affaires islamiques de l'Arabie saoudite est en visite de travail dans notre pays. Des délégués saoudiens ont rencontré ce matin les membres du cabinet du département des affaires religieuses et du culte en compagnie du chef du département des affaires religieuses et du culte et l'ambassadeur d'Arabie saoudite dans notre pays. Ils ont visité la maison du Hajj et la mosquée Roi Faisal. Demain, ils poursuivront leur visite par l'Institut Khaled. Demain, dans notre édition de 20h, l'information complète sur le séjour de la mission du ministère des Affaires islamiques d'Arabie saoudite. Bientôt, des investisseurs sud-africains dans la région de Sikasso, l'agence de développement régional de Sikasso, en partenariat avec le SESAM et le conseil régional viennent de faire appel à des investisseurs qui vont intervenir dans le domaine des infrastructures, des mines et des nouvelles technologies. Oumar Meiga, mais avec la voix de Moustapha Doumbia. De la création des exploitations d'unités de transformation des produits agro-silvopastoraux à la promotion des produits du secteur minier et de l'artisanat, autant de sujets abordés par les chambres consulaires, les patronats, les conseils de cercle, les conseils régionaux, la mairie et les investisseurs sud-africains à Sikasso. Et cette visite pour nous contribuera à faire de la région un ensemble cohérent où les acteurs sont complémentaires. Et aussi, c'est de concentrer les investisseurs sur des actions stratégiques qui ont un réel impact structurel durable sur l'économie régionale. La visite des investisseurs sud-africains est le fruit d'un partenariat entre l'Agence de développement régional, la SESAM et le Conseil régional au profit des collectivités territoriales. Le but est de faciliter l'investissement privé et associatif, de créer de la valeur ajoutée dans le secteur des filières porteuses. Cette étape aura permis de proposer des projets structurants dans les domaines de la transformation, dans les domaines aussi des infrastructures, et dans les domaines aussi de l'énergie. Maintenant, la prochaine étape sera la négociation et le financement concerté dans un partenariat gagnant-gagnant. La séance de travail des visiteurs avec l'équipe technique de l'ADR Sikasso, la visite des matières premières sur les marchés locaux, de l'unité de conditionnement des mangues et des pommes de terre et de la plaine de Cléla ont prouvé à suffisance que Sikasso est un véritable carrefour d'agrobusiness. L'institution de microfinance Kafodji-Guinée a officiellement lancé les activités de célébration de son 30e anniversaire. C'était à Kaniko, localité située à quelques kilomètres de Koutchala. On fait le point avec Moussa Fane. Kafodji-Guinée souffle ses 30 bougies, 30 ans d'activité au profit des populations à faible revenu en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. À ses débuts, l'institution comptait 5 caisses. 420 sociétaires, 11 millions de francs CFA d'encours de dépôt. Cette année, Kafodji-Guinée enregistre un résultat encourageant selon ses responsables. La situation actuelle est la suivante. Kafo compte aujourd'hui 385 000 clients membres. Kafodji-Guinée a un encours dépôt de 32 milliards et un encours crédit de 30 milliards. Les fonds propres accumulés au cours de ces 30 années sont de 8,4 milliards. Le total bilan est de 46 milliards de francs CFA. Au nom du ministre empêché, mes remerciements spéciaux à tous les acteurs du Kafodji-Guinée pour ces résultats très encourageants durant 30 ans au service du développement économique et social de notre pays. Je souhaite vivement que le Mali puisse retrouver la paix et la sérénité, conditions indispensables pour son développement. La délégation a visité les 3 salles de classe offertes par Kafodji-Guinée aux populations de Kaniko. Elle a également visité les guichets de Kassela, les délégations régionales de Kafodji-Guinée de Fana, Sikasso et Boukouni et les caisses de Koumantou et de Niena. Les responsables des organisations de la société civile, des médias, des groupements de femmes et de jeunes, ainsi que les autorités régionales seront désormais informés et sensibilisés afin d'apporter des changements positifs dans la promotion de l'intégrité en matière de transparence et de lutte
contre la corruption. C'est à la faveur du lancement des activités du Centre d'assistance juridique et citoyenne dans la région de Ségou. Ségou, Fousseni, Samaké. L'objectif du Centre d'assistance juridique et citoyenne CAJAC est de contribuer à la connaissance et la compréhension commune partagée et acceptée des populations. Cela à travers l'information, la sensibilisation, une initiative qui vise un renforcement des capacités des acteurs du développement régional. La vision du Mali, c'est de pouvoir disposer et d'opérationnaliser une administration performante, une administration professionnelle. Donc le travail est en train de se faire du haut vers le bas. Et le bas, qu'est-ce que le bas est en train de faire? S'il faut une administration performante, nous estimons, nous en tant qu'organisation de la société civile, qu'on doit également travailler à ce qu'il y ait une société civile également performante. Pour que cette vision soit une réalité, tous les acteurs, notamment l'État, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile ainsi que les citoyens doivent s'inscrire dans cette dynamique, à savoir la paix et la réconciliation au Mali, la promotion de l'intégrité et la transparence, la promotion de la bonne gouvernance. Le projet CAJAC ainsi lancé dans la 4e région se veut innovant dans le cadre de la bonne gouvernance à travers la bonne gestion et l'exercice du contrôle citoyen dans les affaires publiques. Ce message de condoléances du président de la République adressé à M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Le peuple du Mali, son gouvernement et moi-même sommes profondément affligés par la lâche et ignoble attaque perpétrée le 28 mai 2017 contre un poste de police près de la frontière du Burkina Faso, ayant occasionné des pertes en vies humaines et fait également des blessés. En cette douloureuse circonstance, je m'incline devant la mémoire des disparus, pris pour le repos de leur âme et forme des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Je saisis l'occasion pour condamner avec la plus grande fermeté cette attaque tragique que rien ne serait justifié et qui est de nature à porter atteinte à la stabilité de la sous-région, tout en vous renouvelant notre solidarité et notre grande compassion pour cet acte odieux. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Et le Bureau exécutif national du syndicat national de l'éducation et de la culture, SNEC, a pris avec consternation l'attaque dans une des écoles du cercle de Youvarou, région de Mopti, au centre du pays, par des djihadistes. Cette barbarie vise à ancrer de la psychose chez les enseignants, chez les élèves et la population. Le Bureau exécutif du SNEC condamne avec la dernière énergie cette attaque ignoble et barbare. Effondrement du bâtiment annexe du tribunal de la commune 5 du district de Bamako, bâtiment qui était en chantier. Le bâtiment s'est donc effondré. Pas de perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels. Et dès l'annonce de la nouvelle, les ministres de la Justice, Garde des Sceaux et celui de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Affaires foncières se sont rendus sur le terrain. On fait le point de cet effondrement avec Dougoufana Traoré. Les 18 mm de pluie qui ont arrosé Bamako et environ ont suffi pour mettre à terre la nouvelle salle d'audience du tribunal de la commune 5 en construction. Selon les témoins, le drame est survenu aux environs de 5 heures du matin. Le bilan fait état d'importants dégâts matériels, dont des véhicules en état de stationnement. Heureusement, pas de pertes en vies humaines ni de blessés. Des gravats de briques, de ferrailles et de bois sur le site attirent les visiteurs. Les spécialistes attribuent cet accident au non-respect du cahier de charges, tandis que l'entreprise se défend et pense le contraire. La mise en œuvre n'est pas à la hauteur, par exemple le dosage du béton, la mise en place des armatures mal accrochées ou autre chose, des cas similaires peuvent arriver. On ne peut pas dire qu'on n'a pas respecté les plans d'exécution. On a bel et bien respecté les plans d'exécution. On a bel et bien parce que nous, on était contrôlés. L'État prendra toutes ses responsabilités pour punir les mauvaises entreprises. Il s'agit d'un tribunal. Il s'agit des marchés de l'État. Et les gens, quand ils viennent postuler, ils font tout pour gagner ces marchés. Mais une fois qu'on leur a donné, ils estiment que la qualité de ce qu'ils doivent livrer à l'État
ne méritent pas d'être conformes à ce qu'ils ont présenté pour gagner le marché. L'État du Mali investit des dizaines de milliards dans les bâtiments, dans les équipements, dans les véhicules, et que ces dizaines de milliards sont des marchés qui sont passés avec des Maliens. La première des choses, c'est de prendre conscience de l'importance du patrimoine public et du souci manifeste, bien évidemment, de se comporter le plus normalement du monde vis-à-vis du patrimoine public. La justice a déjà commencé son enquête. Aussitôt que les responsabilités seront situées, les sanctions vont pleuvoir. Et ça, il n'y a pas de doute. Parce que des choses comme ça ne peuvent pas continuer. En attendant, des mesures sont prises pour sécuriser la zone à Tourcourabou. Favoriser l'insertion socio-professionnelle des filles et garçons vulnérables, tel est l'objectif du programme Don Bosco qui vient d'être lancé à Bamako. Batraoré pour le compte-rendu. Malgré les efforts consentis par les autorités, les jeunes, après leur formation, restent confrontés au chômage. Le programme Don Bosco, qui vient d'être lancé, se veut une solution à la problématique. Il couvre la période 2017-2021 et ambitionne d'aider 5000 filles et garçons vulnérables des centres de formation professionnelle et technique. L'âge des bénéficiaires varie de 15 à 25 ans. L'objectif du projet est d'offrir à ces derniers la possibilité de s'intégrer professionnellement et socialement grâce à un développement efficace et soutenu de leurs compétences. Le premier résultat, il va s'agir d'améliorer la qualité du processus d'apprentissage dans nos CFP. Alors, le second résultat va consister à améliorer les capacités managériales de nos centres de formation. Financé à hauteur de 800 millions de francs CFA par l'ambassade de Belgique au Mali, le programme Don Bosco, qui se base sur l'approche par compétences, est une opportunité pour le département en charge de l'éducation nationale. Le financement de la formation professionnelle est suffisamment faible et quand une ONG comme via Don Bosco, à travers Adofo Mali, veut faire le renforcement des compétences de 5000 jeunes en vue de leur insertion professionnelle, je crois que c'est une bonne initiative à saluer. Le programme Don Bosco couvre les villes de Bamako, Sikasso et Touba et s'intéresse aux domaines dont la construction métallique, la mécanique auto et les entreprises agricoles. Plus de 57 millions de francs CFA, c'est le coût de l'opération Ramadan de Secours Islamique France, ici à Bamako et à Kita. L'opération qui a été lancée vise à venir au secours de plus de 100 écoles coraniques et quelques familles démunies en ce mois béni de Ramadan, nous dit Cheikh Oumar Sangaré. Secours Islamique est une ONG française à base confessionnelle qui intervient dans le monde entier pour aider les personnes démunies, quelle que soit leur religion. C'est dans ce cadre qu'elle organise chaque année une distribution de vivres dans le cadre de son projet saisonnier. L'activité s'intitule Opération Ramadan. L'opération Ramadan, c'est pour permettre aux personnes qui ont le plus de difficultés à passer ce mois de fête, ce mois béni, pour pouvoir manger le matin avant le jeûne et de couper le jeûne. Alors le Secours Islamique essaye de faire des dons alimentaires grâce à la générosité des musulmans de France et des musulmans de Belgique. Cette année, 127 écoles coraniques de Bamako, 17 de Kita, plus des familles démunies bénéficient de ces gestes de Secours Islamique France. Les autorités saluent cet élan de solidarité. Une action de solidarité, c'est une action qui doit se faire tous les jours. Nous demandons à tous les autres partenaires de prendre exemple sur Secours Islamique France pour ces actions en faveur des plus démunis. Le projet saisonnier de Secours Islamique France vise globalement l'accompagnement des populations vulnérables du Mali pour qu'elles puissent célébrer le Ramadan et la Tabaski dans le respect de leur culture et de leur religion. L'opération Ramadan 2017 a coûté plus de 57 millions de nos francs avec le concours de Karama Solidarity. Le comité exécutif national du mouvement citoyen pour l'alternance, le travail et la transparence, MCATT, conduit par son président Jamil Bitar, a été reçu par le professeur Tchemogo Sangaré, président de l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice. Après échange et discussion sur les sujets évoqués, les deux parties ont reconnu l'importance d'une plus grande implication des formations politiques dans la gestion de la crise multidimensionnelle que traverse
notre pays. Le dernier titre phare de ce journal, Sport Football, vainqueur dimanche de la 12e Coupe d'Afrique des cadets au Gabon, les Aiglonnais du Mali sont arrivés hier soir à Bamako. À leur descente d'avion, ils ont été accueillis par les autorités et une foule nombreuse à l'aéroport international président Modibo Keïta. Et notre reporter, Harry Djoumatina, était présent lui aussi. Ils sont revenus au pays avec la coupe. Le capitaine Mohamed Kamara et ses coéquipiers ont permis au Mali de conserver le trophée de la CAN des cadets au soir du 28 mai face au Black Starlet du Ghana au stade de l'amitié sino-gabonaise de Libreville. Tout comme en 2015 au Niger, les Aiglonnais montent encore sur le toit de l'Afrique. Nous sommes venus avec la Coupe d'Afrique, nous sommes venus avec la médaille d'or, nous sommes venus avec le prix du meilleur joueur du tournoi et sur les 5 matchs que nous avons joués, nous avons fait un match nul et nous avons remporté 4 victoires. C'est une prouesse. Il y avait la crise au Mali et tout, la situation a été levée, donc on est parti défendre le titre, donc on est revenu avec le champion d'Afrique encore. On est fiers et on est très heureux. Déjà, il y avait la crise au Mali. Nous sommes partis avec pour objectif d'aller d'abord à la Coupe du Monde, donc en demi-finale, et aussi de remporter la Coupe. Alhamdoulilah, on l'a voulu, on l'a fait. Ces seconds sacres acquis dans des conditions particulières constituent un véritable motif de satisfaction et de fierté. Au nom de l'ensemble du gouvernement, au nom du Premier ministre, au nom du chef de l'État et de l'ensemble du peuple malien, nous sommes venus vous accueillir parce que tout simplement, vous avez honoré toute la nation. Le résultat obtenu a honoré toute la nation. Comme un symbole, c'est au Mali qu'a eu lieu la première édition de la CAN des cadets en 1995 et le Mali devient la première nation à remporter 2 fois d'affilée le trophée. Harry Djoumatina, les Aiglonnais donc 2 fois champions et on nous dit il n'y a pas de 2 sans 3. Nous attendons la 3e fois. Et avant de boucler définitivement ce journal, vous pourrez suivre après moi un magazine sur la journée du paysan et le lancement de la campagne agricole à Ségou. C'était le 25 mai dernier et c'était sous la présence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Un magazine réalisé par Dougou Fana Traoré. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente nuit à nos téléspectateurs de Kai, Kita et Yelemani.